Regardez, on avait invité sur notre plateau dans l'émission Le Vestiaire un de vos anciens joueurs. Écoutez ça, regardez. Après, voilà, tactiquement, chapeau, quoi. Je veux dire, c'était parfait. Gérer un groupe, il savait le faire. Voilà, il y avait les cadres, vous me gérez le vestiaire, voilà. Quand un jeune, on parlait de, voilà, si un jeune ou même un ancien débordait ou quoi que ce soit, c'est le coach avec lequel j'ai le moins joué, quasiment. Même si j'ai tout le temps beaucoup joué, mais c'est le coach qui m'a fait le moins jouer, parce qu'il voulait un groupe tout le temps concerné. Donc le groupe des 23, il y avait du turnover. Voilà. Tactiquement, c'était parfait. Il nous amenait à réfléchir sur l'adversaire qu'on allait avoir. Donc il mettait en place un entraînement, donc un échauffement classique. Après, il mettait un jeu en place. Et parfois, on n'y comprenait pas grand-chose. Mais en fait, c'était pour nous amener à trouver les solutions par rapport à l'adversaire du week-end. Un exemple, un jour, on se retrouve quasiment 11 contre 11 sur un quart de terrain, avec 2 buts. Donc, vous imaginez 11 contre 11 sur un quart de terrain, on se dit, c'est injouable, quoi. On ne peut pas jouer au foot à ça. Et en fait, il souhaitait que, comme il y avait beaucoup de pressing, il fallait essayer de chercher un peu plus long, avoir un appui pour pouvoir ressortir rapidement. Voilà. Et au début, on ne comprenait rien, c'était injouable, ça ne ressemblait à rien. Donc, il arrête le jeu, puis il dit, bon ben voilà, écoutez, si je vous ai fait ce jeu-là, c'est que vous compreniez, ce week-end, on va avoir une équipe en face qui va nous presser très haut, très haut. Donc, si on veut s'en sortir, il va falloir jouer assez rapidement. Faut passer les lignes. Exactement, voilà. Et c'était comme ça toutes les semaines. Voilà, Philippe Violo dans le vestiaire, l'ancien joueur des Chamois-Niortais d'ailleurs. Je salue aussi au passage Philippe et que vous avez eu donc à l'Olympique Lyonnais. Ça vous fait quoi de réécouter Philippe parler de vos méthodes d'entraînement? Oui, alors je sais pas, mais bon, dans les stats, je pense pas que Philippe a été le joueur le moins utilisé par mes choix. Si vous avez le temps de regarder, on va vérifier. On va faire un double check. Ouais. On va regarder, mais il parle de la saison 2000-2001, je crois. Hein. Non, mais 2000. Oui, alors attendez, donc aussi. Ou 2001-2002, je sais plus. Ouais. Mais Philippe Violo, parce que quand vous dites les relations, c'est comme avec les gardiens de but. Grégory Coupet, ne soyez pas que Philippe Violo ne joue pas dans l'équipe. Parce que c'était son homme de base pour placer le mur, c'était son homme libre sur les corners, comment dirais-je, des adversaires ou les coups francs latéraux. Non, et en plus, j'ai eu la chance aussi de l'avoir quand j'ai fait mon année à comment dirais-je, à Auxerre. Donc voilà, non. Bon, après oui... je me rappelle juste, puisque Philippe parlait des matchs un peu ou des entraînements qui précédaient la rencontre, vous vous souvenez bien entendu du fameux Lyon-Lens qui allait déterminer le titre en 2000, en 2002. Et donc j'avais eu l'autorisation pour la seule fois dans mes 2 ans de m'entraîner sur Gerland la veille du match. Et effectivement, je mets en place un petit jeu sur la fin où Claudio Cassapa se retrouvait tout seul en 1 contre 1 avec l'avant-centre adverse. Bon là, c'était, je me rappelle plus, je crois que c'était Peggy Louindoula qui devait pas débuter le match et j'ai demandé à Patrick Muller de monter d'un cran. Bon, Patrick, qui était un garçon très intelligent, je le vois, il commence à froncer. Et puis on sort de l'entraînement, on remonte dans le bus pour aller à la mise au vert. Et là, il y a Sonny Anderson qui vient me voir. Il me dit, coach, mais qu'est-ce que c'est que vous nous avez encore fait pour le match important? Donc j'ai dit, Sonny, tu viens ce soir dans la chambre, je vais t'expliquer. Et donc je m'étais mis dans la position de l'entraîneur qui était... avec un score de parité à 10 minutes, un quart d'heure de la fin. Et nous, il nous fallait gagner pour être champion. Et donc, je m'étais mis dans la tête déjà de sensibiliser quelques joueurs qu'ils allaient peut-être avoir cette tactique.
Et effectivement, comme j'étais aussi un féru de tous les sports collectifs les plus importants, bien sûr nos équipes nationales, ça m'a permis de rencontrer Daniel Constantini, Onesta, Pierrot Villepreux, Scrella à Toulouse en rugby. Ou de basket, je regardais ces matchs-là et je trouvais toujours quelque chose, aussi bien défensivement qu'offensivement, et après réflexion, de pouvoir le proposer à mes joueurs. Donc c'est vrai que malgré que, bon, il y a qu'à la fin aussi où j'ai eu la chance d'avoir des grosses écuries, de trouver des éléments pour que mes joueurs aient les meilleurs éléments pour pouvoir faire le match que j'attendais d'eux le week-end, qu'il soit gagné ou perdu. Et je suis content que Philippe parle de cela, parce que aussi des fois je jouais avec des buts, au lieu de les mettre face à face, décalés dans la largeur ou la profondeur. Voilà, donc c'est comme sûrement font tous les entraîneurs. Et bon là, je sais que, puisqu'on parlait aussi du PSG, que Monsieur Emery va préparer des choses un peu surprenantes pour affronter PSG. Et bon, je salue aussi Philippe, parce que j'aurais plein d'anecdotes aussi sur chaque joueur. Alors Jacques, oui. D'abord on va juste vérifier avec Loïc. Tu as pu regarder pour les chiffres pour Philippe ? Jacques a raison, il n'y a pas vraiment de déclin de temps de jeu de Philippe Violo. Bon, après il n'en veut pas de toute façon. Non, ça, et apparemment il en tient pas rigueur. Mais effectivement, non, on est à peu près sur les mêmes standards durant tout le passage de Jacques à Lyon. Rémi. Oui, Jacques, quand j'ai pris la responsabilité de l'Olympique Lyonnais, alors que, comme je vous l'ai dit, après Sochaux, je me voyais plus être entraîneur dans un club, mais je m'étais dit que si je revenais un jour entraîneur, mais aussi entraîneur de haut niveau, puisque Lyon, on était quand même l'année précédente en tour préliminaire grâce au travail de tout le monde. Deux choses, c'est que je ne transigerai plus sur le choix des staffs. Je transigerai plus sur l'histoire du recrutement, et surtout aussi que je ne transigerai plus sur le travail des joueurs à l'entraînement et sur les matchs. Donc dès que je suis arrivé, je leur ai imposé ça aux joueurs, c'est-à-dire qu'il y allait avoir pendant les 4-5 premiers mois de la première partie de saison, que ce soit Coupe d'Europe ou championnat, un turnover. Bien entendu, s'il y avait les résultats, et comme on a fait 2 superbes saisons en 2000 et 2002, victoire de la Coupe de la Ligue en 2001 et le premier titre en 2002, j'ai eu la réponse que je souhaitais, que le groupe, même si quand vous annonciez à Anderson, à Emilson, à Foé, à Eric Carrière ou à d'autres joueurs qui ne débutaient pas la rencontre, je peux vous dire que la soupe à la grimace, je l'avais dans le bureau, quoi. Voilà, quoi. Mais bon, c'était aussi comme ça. Bon, je fais aussi une petite aparté. Ça a été une de mes déceptions, puisque j'ai vu à côté de Philippe Violo, Emmanuel Petit, qui ne m'avait pas, comment dirais-je, porté dans son cœur suite à un article dans l'équipe. Mais avec Manu, j'ai été très clair avec lui. Et quand vous avez devant lui, des joueurs comme Vieira, Makelele, dans la concurrence au poste, surtout que Manu souffrait d'un genou. Donc c'est aussi des déceptions de voir des joueurs de ce niveau-là s'être comportés avec moi dans les choix que j'ai faits, surtout que Manu, je l'avais appelé dans la chambre à Clairefontaine pour lui expliquer mes choix. Et donc, il est revenu 2 heures après en me disant « Non, coach, je préfère plus être en équipe de France. » Donc, ça a été son choix. Ouais, ça, c'était en 2003. Hein. On en reparlera évidemment après de votre carrière de sélectionneur. Rémi. Oui, Jacques, là on voit l'effectif champion en 2001-2002. Vous avez été directeur sportif à Lyon, ensuite entraîneur. Comment vous avez construit cet effectif ? Est-ce qu'il y avait des profils recherchés bien précis ? Est-ce que vous avez aussi essuyé des refus ? Et si oui, lesquels pour construire cet effectif qui marchera sur le championnat par la suite ?
Ben, disons, dès que Bernard Lacombe a pris, suite à la décision de M. Aulas d'écarter Guy Stéphane, Bernard m'a appelé toute la nuit pour me dire viens m'aider et tout ça. J'ai dit écoute Bernard, moi je travaillais à Clairefontaine dans la formation d'entraîneur avec Gérard Rouillet et Michel Platini m'avait appelé pour que je sois le directeur du site football de Saint-Étienne pour la Coupe du Monde 1998. J'ai dit écoute, rien qu'avec ces deux choses déjà tu vas pas me... Et donc, à 4 heures du matin, c'est son épouse, bien sûr, que vous le savez, que depuis que j'ai côtoyé Bernard en 68-69 et mon ami de toujours, on s'est défendus l'un et l'autre dans le monde du foot. On a vécu des moments difficiles dans nos familles respectives. Et donc, à 4 heures, elle me dit, parce qu'elle m'appelait Coco, elle me dit, Coco, faut que tu viennes parce qu'autrement, il va pas dormir, il va pas... Voilà. Donc, j'ai été, donc, au début, simplement pour l'aider dans le recrutement, tout ça, comment on abordait un travail d'équipe. Bon, il était bien secondé aussi par José Boissard à l'époque. Et puis, bon, au fil du temps, je me suis pris au jeu. Et donc, voilà comment ça se passait. Quand je suis devenu directeur technique sportif, c'était M. Aulas qui me mettait chaque année un nouveau titre. Moi, je dis, moi, c'est pas grave, hein, pourvu que je travaille avec Bernard. C'est que Bernard et le président définissaient un objectif. On définissait après les postes à pourvoir et pendant de août à janvier, c'était rare que je voyais les matchs de l'Olympique Lyonnais. J'étais sur tous les terrains de France et d'Europe pour pouvoir trouver les joueurs que Bernard souhaitait avec José. Au mois de janvier, on faisait une réunion avec Bernard et il me mettait 3 noms à chaque poste qu'il souhaitait dans l'ordre. Et le début février, on se voyait avec M. Aulas et on donnait notre feuille de route à M. Aulas. Et puis après, il disait oui, non par rapport au poste. Et du coup, quel joueur vous avez recruté par cette manière-là, Jacques ? Par exemple, quand on voit l'effectif de la saison 2001-2002, il y a des exemples, il y a des noms qui vous reviennent en tête, des joueurs que vous avez supervisés et que vous avez ensuite réussi à recruter ? Voilà, tous, sauf bon, Grégory Coupet, j'avais pas besoin de le recruter parce que quand j'ai été entraîneur à Saint-Étienne, Jean-Noël Duzé, que je salue, que j'ai travaillé avec lui à Lille et à Saint-Étienne, au bout de 3-4 entraînements de gardiens spécifiques, je rappelle que Jean-Noël Duzé a été un grand gardien à l'époque d'équipes comme Grenoble et Lille, et donc il était mon préparateur de gardien de but. Il m'a dit, ben toi, celui-là, dans 4-5 ans, faut pas chercher, il sera en équipe de France. Et il parlait de Grégory Coupet, qui était la doublure à l'époque de l'AS Saint-Étienne. Donc, bon, à part lui, que je connaissais, et tous les jeunes, donc Bréchet, Govou, bon, il manque aussi un joueur qui m'a énormément apporté. Donc il y a Flo Laville qui était notre capitaine avant sa blessure. Et puis il manque aussi le petit Linares qui m'a beaucoup apporté il est là, à côté de Pierre Lègle. Ah oui, d'accord. Ah oui. D'accord, oui, parce que là, vous me mettez avec Éric Carrière en 10, c'est ce qu'il voulait jouer, mais je lui ai dit, si tu viens à Lyon, tu joueras pas en 10, tu joueras animateur sur un côté avec Pierre Oleg et Juninho. David Linares, c'était plutôt le suppléant de Marco Foé ou de Philippe Violo. Voilà, il faut vous en prendre, Axel Benchina, c'est notre chef d'aide, on balance. Voilà, tous les joueurs, à part les 4 Lyonnais et Coupé, c'est tous des joueurs qu'on a amenés petit à petit avec Bernard Lacombe, bien sûr, avec les conditions économiques que défendait Monsieur Aulas. Voilà, donc c'est tous des joueurs. Bon, il nous manque, mais bon, là aussi, je fais une petite parenthèse parce que je sais qu'il est dans une de vos émissions avec Jérôme Roten, donc Tony Vérel, qui n'avait pas compris qu'à l'époque on l'avait pris, il était joueur et moi directeur, et après j'étais entraîneur. Et donc la relation avec le joueur était différente. Donc c'est pour ça que lui aussi a voulu nous quitter. Il manque aussi la première année Vikash Dorasso, qui a été aussi cette année-là
qui a été d'une grande qualité, qui nous a apporté énormément, mais qui, pour des raisons diverses, a voulu quitter le club en 2001-2002, donc il n'est pas dans le titre de champion de France. Voilà, non, mais c'est tout des... Bon, après, il y a... tous les joueurs ont leur anecdote, parce que pour les Brésiliens, bien sûr, on travaillait en collaboration avec Bernard Lacombe. Mais les deux anecdotes, c'est bien entendu Sonny Anderson, si on a du temps pour revenir sur lui, et Patrick Müller. Allez-y, rapidement, je vous laisse faire les deux petites anecdotes, et puis après, je vous rappelle qu'on vivra ensemble la conférence de presse de Didier Deschamps, ce sera à 14h à vivre avec nous, et puis ensuite, on va parler de votre vie de sélectionneur. Mais allez-y sur Sonny Anderson, et peut-être sur Juninho, ou alors un autre Brésilien. Non, Patrick Müller. Parce que Patrick Müller, Bernard voulait un défenseur. Et donc, Patrick Müller, je vais le voir à la reprise du championnat suisse. Il jouait au Grasshopper de Zurich et je vais le voir jouer à Rose sous la neige et tout ça. Donc, tous les joueurs des deux équipes sortent et je vois mon petit Patrick Müller, bon, de peau blanche, mais carrément blanc, en short. C'était le seul qui, malgré qu'il faisait 4 degrés sous la neige, là. Et donc, je dis à Bernard, c'est celui qu'il nous faut pour l'année prochaine. Et donc, on discute de son contrat et on apprend, parce que l'agent m'avait caché, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, j'étais directeur sportif avant que Patrick Müller soit mon joueur. Et donc, le directeur sportif, le jour que M. Aulas doit se mettre d'accord avec le joueur, il nous dit maintenant, il y a la Juventus de Turin, il y a un accord et tout, et il faut, comment dirais-je, payer une petite indemnité, tout ça. J'ai dit, ah non, moi je défends pas le dossier du moment qu'avec M. Aulas, on pouvait proposer, mais il fallait que tout soit clair. J'ai dit, bah non, bon, on arrive quand même, mais il fallait qu'on donne le dédit à minuit, bon, je me rappelle plus le jour exact, et donc, jusqu'à 23h30, j'ai dit, président, il faut le faire, 23h15. Et à 23h, donc à 2-3 minutes de la fin du dossier de Patrick Müller, il me dit, écoute, s'il n'est pas bon, je retiendrai sur ton salaire. Ben, j'ai dit, s'il n'y a que ça, voilà. Et après, on a vu ce qu'a apporté Patrick Müller. Et Sonny Anderson, donc, l'année 98-99, Bernard, il me dit, oh, il me faut un super attaquant. Donc, je commence à faire mes recherches. Bon, là, pas besoin d'aller voir jouer Sonny, mais il fallait trouver. Et l'agent me dit, Sonny veut quitter le club. Barcelone. Il ne peut plus rester à Barcelone parce que c'était l'arrivée d'un entraîneur hollandais qui préférait faire jouer Kluivert, je crois, à l'époque. Voilà, donc. Et ça a duré. Et monsieur, je donne le dossier à monsieur Aulas début février. Et il me dit, mais tu connais les tarifs? Alors j'avais des pochettes de différentes couleurs. Mais quand je sortais une pochette couleur rouge, ça voulait dire qu'il y avait danger, quoi. Et il voit les chiffres. Il me dit, écoute, vous me donnez 15 jours de réflexion. Et 15 jours après, il me dit, on fonce. Et donc là, j'ai eu la chance d'être dans le voyage avec monsieur Facioli, donc monsieur Aulas. Il y avait aussi, comment dirais-je, monsieur Aulas était très fort là-dessus. Il a fait venir un avocat qui parlait le catalan. Pour savoir pratique. Ce que les autres ressentaient. Il parlait espagnol, bien sûr, Facioli aussi, mais et donc là, pendant des heures et des heures avec monsieur Núñez, qui était le président de l'époque, on a discuté du contrat du moins de l'indemnité de transfert. Elle n'a pas varié d'un centime à l'époque, sauf que M. Aulas étant très fort avec l'avocat qui parlait catalan, il avait réussi à savoir que s'il y avait des reprises fiscales un jour, que ça serait Barcelone qui payerait le fisc espagnol. Et même Sonny et son impresario ont baissé énormément leurs prétentions financières pour que l'affaire soit conclue. Mais quand je vous parle de ça, je me vois encore monter à l'aller, mais surtout au retour dans l'avion. Et on va monter pour l'avion. Bien sûr, le président souhaitait amener Sonny à Lyon pour les présentations. Il m'a pris par le bras avec monsieur Facioli. Il nous a dit là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup.
Et quand, bon, moi, je suis parti du club, mais quand il a commencé à transférer des Essien à Chelsea, Diarra au Real de Madrid, je voyais donc quand il fixait un prix, et jamais le prix qu'il fixait au départ de la négociation a été baissé. Et après, j'appelais surtout, parce qu'on est resté amis avec Olivier Blanc et surtout Marino Facioli, j'ai dit, le boss, il a encore gagné la manche, il me dit encore une fois de plus. Et c'est des choses, bon, on raconte comme ça, mais faut les vivre quand on les vit. Moi, simple, voilà, donc... Jacques, il faut qu'on avance dans l'émission. Je me permets de vous... Je me permets de vous couper, mais c'était passionnant d'entendre cette anecdote, notamment sur Sonia Anderson et la façon dont Jean-Michel Aulas a aussi appris son métier de président. Je rappelle à ceux qui nous regardent sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, le match de Félix Lebrun, c'est sur la chaîne YouTube de RMC Sport. Ne vous inquiétez pas, le match, vous allez pouvoir le voir. Parmi les joueurs qui ont été formés à Lyon, que vous avez lancé en Ligue 1, il y en a un qui avait un petit message pour vous, c'est Sidney Govou, Jacques. On l'écoute. Bonjour coach, c'est Sidney, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous passer un petit message tout d'abord pour vous remercier ce que vous avez fait pour moi. Bon, on va dire que j'ai été le chercher, mais vous avez grandement participé à ma carrière en me proposant mon premier contrat professionnel lorsque vous étiez directeur sportif, en me faisant jouer mes premières minutes en professionnel en tant que professionnel lors de votre première année avec la victoire de la Coupe de la Ligue, puis la première victoire de championnat qui était historique pour le club, pour moi, pour tout le monde. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier, vous féliciter et vous remercier par la même occasion. Et j'oublie aussi ma première sélection en équipe de France. Vous avez été le sélectionneur qui m'a quand même permis d'accéder au très haut niveau. Et à ce sujet, j'avais une petite question, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Lors d'un de mes premiers matchs, la saison où on gagne le championnat de France en début de saison, je jouais très peu, même pour dire pas du tout. Vous m'aviez emmené dans plusieurs stades pour être le 16e et j'étais un peu impatient, comme un jeune qui a les crocs, parce que vous me disiez souvent à l'entraînement, c'est bien. Et vous m'avez fait jouer à Marseille, je crois que c'était la première fois de la saison où je jouais titulaire. Et je me souviens tout le temps, au tableau, vous aviez effacé le nom de Steve, je crois, ou de Tony. Et dessous, vous y avez mis le mien, en sachant que pendant ce qui aurait dû être la sieste, j'avais été me balader avec mon frère. Donc je voulais savoir si c'était pour me provoquer, pour me mettre en face de mes responsabilités, ou si c'était prévu à l'avance. Voilà, merci et bonne émission. À bientôt, ciao. Vous êtes ému, Jacques, d'écouter Sidney? Ah bah c'est beau, on s'attendait pas à... On remercie d'ailleurs Sidney Govou pour le message. Et le but, c'était pas de vous faire pleurer, mais en tout cas, c'était de vous émouvoir. J'ai l'impression que c'est réussi. Vous avez la petite réponse pour lui, peut-être, pour Sidney? Pourquoi vous aviez choisi de le faire jouer finalement ce jour-là à Marseille? Oh là, la raison est simple, hein, c'est qu'il le méritait. Effectivement, quand je l'emmenais, c'est difficile d'expliquer aux joueurs pourquoi au dernier moment il n'est même pas sur la feuille de match. Il m'en avait voulu une fois, je crois. Du moins, il m'avait fait la tête, mais tant mieux. Ça veut dire que je savais qu'il avait des ressources psychologiques. Il l'a montré à travers, avant qu'il soit avec... comment dirais-je, Peggy et Sonny, mes trois attaquants pour le titre en 2001-2002, puisque Marley avait souhaité nous quitter. On se rappelle aussi que du banc de touche l'année précédente, quand il y avait Sonny et Steve Marley, Sidney était remplaçant et Marley étant suspendu au match retour contre le Bayern de Munich, je l'ai mis et la rage de ce que je savais qu'il pouvait apporter, il avait mis 2 buts magnifiques. Je sais que j'ai participé grandement au début de sa carrière. Après, on avait beaucoup de discussions quand il était en équipe de France parce que moi, je le voyais plus comme un deuxième attaquant, donc derrière Sonny Anderson ou d'autres, alors que son entraîneur de club, après, ou en équipe de France, il le faisait jouer sur le côté. Mais je sais que Sidney aurait pu, je lui avais dit à un moment donné, avec Monsieur Aulas,
essaye de tenter, parce que je savais qu'il aurait, du moins, je sentais qu'il aurait pu faire une carrière comme Thierry Henry à Arsenal, comme deuxième attaquant, quoi. Après, c'était ses choix. Et le tout début de sa carrière, Bernard était pas trop content à l'époque de certains joueurs. On devait jouer en Coupe de France un match piège contre le Red Star. J'ai dit, mais t'as qu'à lancer Sidney et tout, tu verras bien, quoi. Et puis Sidney est parti. Et après, je l'ai retrouvé dans mon effectif de numéro 4 à l'époque, puisqu'il y avait donc Marley, Vérel, Sonny Anderson et lui. La deuxième année, avec le départ de Steve, il est devenu numéro 2, quoi. Et c'est Peggy Louindoula qui était le troisième attaquant avec Ney, mais le petit Ney s'est pété le genou rapidement, donc il n'avait pas pu beaucoup participer à l'année pour le titre. Et puis, donc, quand il signe le contrat professionnel, donc bien sûr avec Monsieur Aulas, et il y avait son papa. Et son papa, je le connaissais puisque originaire du Puy-en-Velay, je le voyais régulièrement dans des matchs que j'allais voir en Haute-Loire ou même à Saint-Étienne. Et là, il a regardé Sidney et Monsieur Aulas, il a dit, écoute, aujourd'hui, je donne les rênes du rôle de papa à Jacques Santini. Donc ça veut dire que voilà, donc et Sidney, bon après bien sûr jeune joueur, adulte et tout, chacun amène sa vie comme il veut, mais avec Sidney, ce qui aide bien avec la majorité des joueurs qui étaient titulaires ou des fois sur le banc, c'est que j'ai essayé, bon des fois j'ai réussi, des fois comme je vous parlais de Manu Petit ou Tony Vérel qui pour moi j'aimais échanger avec eux, mais après ils avaient d'autres choix ou leur environnement ils faisaient que. Mais avec Sidney ou d'autres, toujours tout a été clair. Et puis ça donne ses réactions après. Et bon, j'ai la chance, grâce à l'OL, de côtoyer pas mal de mes anciens joueurs lors de rencontres de l'OL. Et ça me fait toujours un énorme plaisir. La seule petite surprise, je pensais pas, mais je lui tire mon chapeau, puisque il est devenu maintenant le consultant numéro 1 avec le départ d'Abid Bey qui mérite d'entraîner un club de Ligue 1, qui est devenu le numéro 1 pour la Ligue des Champions sur la chaîne Canal. Et encore l'autre jour, toutes ces analyses, cette lucidité, je dirais, impressionnent. Et c'est vrai que je ne pensais pas que Sidney aurait pu être un jour un consultant aussi brillant. Et on le remercie d'ailleurs, Sidney, encore une fois pour sa vidéo. Et on n'oublie pas évidemment de le retrouver sur Canal.